la mer qu'on voit danser le long des golfes clairs. Vous êtes aujourd'hui président de l'Académie de Marine, mais vous avez d'abord été marin, diplômé de l'École nationale supérieure maritime, et vous avez très tôt pris la mer. À 24 ans, vous avez cofondé la compagnie de croisière des îles du Ponant, qui est devenue une illustre référence française dans le domaine de la croisière d'expédition. Très attaché au monde de la marine marchande, vous avez présidé Armateurs de France, l'organisation qui rassemble toutes les entreprises françaises de transport et de services maritimes. Vous travaillez également pour CMA-CGM et aujourd'hui, donc, vous présidez l'Académie de Marine. Avant de vous céder la parole, quelques mots sur Deep Blue. Nous sommes un cercle de réflexion fondé en 2023 et étroitement lié à l'Académie de Marine depuis le début. Notre vocation est de promouvoir les enjeux géopolitiques, économiques et environnementaux des espaces maritimes. Nous organisons des conférences, mais aussi des concours d'éloquence, et on vous invite chaleureusement à la prochaine édition de la Tribune Bleue qui aura lieu en avril prochain. Amine, veux-tu ajouter quelque chose ? Je vais dire un mot. Est-ce que vous m'entendez sans micro ? Parfait. Donc je suis Amine Léna, je suis président de Deep Blue et je suis ravi de vous avoir avec nous. Simplement remercier Monsieur Sauvé de sa présence parce que, à vrai dire, on doit beaucoup à l'Académie de Marine. D'un mot plus personnel, vous dire qu'en ce qui me concerne, j'ai eu l'idée de cette association dans les locaux de cette illustre maison qu'est l'Académie de Marine lorsque j'ai été stagiaire. J'étais à un moment de ma vie où deux carrières s'offraient à moi, intégrer le cabinet de Valérie Pécresse et rejoindre le cabinet du président de l'Académie de Marine de l'époque, M. Bovis. Et j'ai choisi l'Académie de Marine en méconnaissant beaucoup le monde maritime, mais en connaissant bien celui de Valérie Pécresse. Vous comprenez donc pourquoi j'ai choisi la marine. Et je ne regrette pas ce choix parce que je suis arrivé à une période qui était une période un peu creuse, le mois de juin. Il faut dire qu'il n'y avait pas énormément d'activités ce mois-ci, puisque tout marin que vous êtes, le mois de juin, vous en profitez pour prendre le large. Et j'ai découvert là-bas le milieu maritime parce qu'ils ont une des bibliothèques les plus magnifiques qui soient. J'ai découvert les ouvrages de l'amiral Castex et j'ai embarqué dans cette aventure et j'ai voulu créer Deep Blue. Alors, vous dire que j'ai la chance, une fois par mois, de m'entretenir avec ce monsieur 2 heures pour un programme de mentorat. Ce monsieur qui est un monsieur exceptionnel, qui a un parcours, vous allez le découvrir, hors du commun. Et si, comme moi, vous voulez avoir cette chance, c'est-à-dire vous entretenir une fois par mois, 2 heures, avec des académiciens de très haut niveau, eh bien vous le pouvez, parce que c'est le cœur de ce partenariat entre Deep Blue et l'Académie de Marine, c'est-à-dire mettre en relation des jeunes qui se destinent à la carrière maritime et des personnalités qui en ont fait leur vocation et leur métier. Donc remercier l'Académie de Marine de son soutien depuis 2 ans et vous laisser la parole, Monsieur le Président, pour cette belle conférence. Merci beaucoup. Merci Amine. Le prochain concours d'éloquence, il peut postuler, je pense, il a ses chances. Hein. Merci. Et sous la coupole, la semaine dernière, il a été parfait aussi. Surtout si c'est moi qui l'organise, j'ai plus de chances de gagner que les autres. Donc effectivement, un petit mot peut-être sur l'Académie de Marine dans un premier temps. Donc est une institution ancestrale maritime qui a été créée en 1752 sous Louis XV et qui avait vocation à apporter des lumières au monde maritime. 4 ans avant, 1748, c'était la fin des galères. Il y avait 40 galères, des galères du Roi Soleil qui étaient dans le port de Marseille. Autant vous dire qu'effectivement les 12 000 bagnards qui servaient la chiourme, on appelle c'est le terme maritime, qui servaient ces galères, vivaient dans des conditions épouvantables. Et bon, forcément, à un moment, ça s'est arrêté. Et 4 ans après, donc à la fin des galères, le début des Lumières maritimes avec la création de l'Académie de Marine. Je dis ça pour essayer d'enjoliver un petit peu les choses. Et donc très très vite, cette académie
s'est intégré dans le paysage institutionnel français, au même titre que d'autres académies, dans l'Académie française, bien sûr, entre autres, l'Académie des sciences. Et donc, des grandes personnalités du monde maritime ont participé à ces travaux au tout début, des gens comme Bougainville, par exemple, que vous connaissez peut-être, de nom, Fleuriot de Langle, qui était le second de la Pérouse. Donc tous ces grands personnages, certains noms vous ne direz rien forcément, mais ces grands personnages du maritime ont participé à créer l'Académie de Marine. Et comme toutes les académies, en France, à la Révolution, en 1793, sous la Terreur, elle a été dissoute. Et on a mis un peu plus de temps à se recréer que les autres académies, puisqu'on était beaucoup adossé à l'époque à l'Académie des sciences, puisque c'était les arts, les sciences maritimes, qui étaient forcément le cœur des réflexions des académiciens de marine qui avaient lancé tout ça quelques dizaines d'années avant. Et aujourd'hui, l'Académie de marine, c'est donc 78 académiciens de marine. L'académicienne la plus connue est notre ministre actuelle de la mer, Catherine Chavot, qui est une grande navigatrice, qui est rentrée à l'Académie il y a quelques mois seulement, et qui aujourd'hui est ministre de la mer. Donc, quoi, effectivement, c'est un bon tremplin. Et donc, 78 académiciens répartis dans 6 sections dédiées à certains thèmes du maritime. La section militaire, par exemple, les grands amiraux français, les anciens chefs d'état-major de la marine, anciens chefs d'état-major particulier du président de la République, anciens chefs d'état-major des armées, toutes les armées françaises, un amiral qui a eu cette fonction, les majors, les numéros 2 des armées françaises, bon bref, il y a tout un tas de grands amiraux, c'est une constellation d'étoiles, ils ont 5 étoiles sur chaque manche, donc autant vous dire que ce sont les plus grands amiraux français qui se retrouvent dans cette section militaire. Alors, c'est 6 sections de 13 académiciennes, académiciens. Après, il y a la section à laquelle j'appartiens, qui est Marine marchande, pêche et plaisance, où Catherine Chavot, une grande navigatrice, est membre, comme Olivier de Kersauzon, par exemple, que vous connaissez peut-être de réputation, qui est un très grand navigateur, qui a commencé sa carrière à l'époque d'Éric Tabarly, et puis des armateurs, des spécialistes de la pêche. Ça, c'est la section Marine marchande, pêche et plaisance. Et puis, on a une section navigation et océanologie. Donc là, ce sont des grands savants de l'hydrographie, par exemple, les océanologues, océanographes, et donc les hydrographes. Ça, c'est la section navigation et océanologie. Après, on a une autre section sur les sciences et les techniques maritimes. Donc des anciens dirigeants de Naval Group, par exemple, qui conçoivent les sous-marins nucléaires, qui conçoivent le Charles de Gaulle, tous les navires aujourd'hui qu'on voit naviguer dans le cadre de la Marine nationale ont été conçus en grande partie par les grands ingénieurs de l'armement, c'est le terme, c'est un corps, ingénieurs de l'armement, qui sont aussi officiers généraux, qui ont aussi le rang d'amiraux, et donc font partie de cette section sciences et techniques. Après, on a une autre section qui est droit et économie, là où on retrouve aussi des grands juristes, des grands professeurs de droit maritime, par exemple, quelques armateurs aussi qui sont dans cette section-là. Dont le professeur Delbecq qui enseigne ici. Exactement, Philippe Delbecq fait partie de cette section. Et après, la 6e section, c'est histoire, lettres et rares. Là où on retrouve donc des écrivains de marine, des peintres de la marine, des archéologues sous-marins, dont Michel Lourd, qui est le grand archéologue sous-marin français, qui donc préside cette section. Alors qu'est-ce qu'on fait ? On fait des études, beaucoup d'études, pour le chef d'état-major de la marine et pour la ministre ou le ministre de la mer. Donc des études qu'on nous confie tous les ans. On organise tous les mois des conférences, on appelle ça des séances publiques ou des séances académiques. Donc ça dépend quel est le format qui est utilisé. Les séances académiques, tout le monde peut venir. Les séances publiques, pardon, tout le monde peut venir. C'est très ouvert. C'est généralement passionnant. Donc soit ce sont des académiciens, soit ce sont des experts du monde maritime qui, à côté d'académiciens, font des conférences. On organise des colloques avec Maëlys et Amine. L'année dernière, on a organisé un colloque avec les autres académies de marine d'Europe. On est 6 en tout en Europe, qui ont ce statut d'académie. Et donc là, on a organisé, l'année dernière, c'était assez passionnant, pendant 2 jours avec nos confrères d'Europe, donc un colloque sur ce qui est devenu l'UNOC, donc cette grande conférence sur les océans qui s'est tenue à Nice l'année dernière au mois de juin.
On délivre aussi le prix de la personnalité maritime de l'année. On délivre aussi des prix tous les ans, littéraires. Donc on reçoit environ une centaine d'ouvrages littéraires maritimes par an, quand même, ce qui prouve que la littérature maritime est foisonnante. Et donc on sélectionne les meilleurs ouvrages et on délivre des prix. Donc on a une activité, et puis on réfléchit beaucoup, voilà, bien sûr sur tous les grands thèmes maritimes. Et c'est une institution donc, que je préside depuis un peu plus d'1 an. Alors généralement ça dure 4 ans. On est 2 ans vice-président et après on devient président. Il y a un secrétaire perpétuel qui, lui, comme à l'Académie française, n'a pas de durée de mandat pour garder le lien entre les différents présidents qui se succèdent. Et donc on a une vice-présidente, parce que c'est une femme l'année prochaine qui me succédera pour la première fois dans l'histoire de l'Académie. Et donc nous avons un secrétariat, un amiral qui préside le secrétariat de l'Académie et donc tout un environnement de délégués qui nous aident avec des chargés de mission, soit ce sont des auditeurs de l'Académie de marine ou des académiciens de marine. Donc c'est un thème absolument passionnant, hein, c'est un peu le saint graal pour un marin que je suis. Je vais vous parler un petit peu de ma carrière maritime qui m'a amené à présider cette noble institution. Donc moi je suis d'une famille bretonne, de marins, c'est assez compatible. Donc mon grand-père paternel, donc était capitaine au long cours, a créé un journal qui existe toujours, qui s'appelle Le Marin, le journal Le Marin, donc qui 80 ans après est une référence dans le monde maritime. Il était aussi rédacteur en chef de Ouest France, donc le grand journal, le premier quotidien français. Et donc il est resté marin toute sa vie, en sachant que 3 de ses enfants, ses fils aînés, ont été aussi officiers de la marine marchande, comme lui, mon père, capitaine au long cours, et 2 de ses frères. Donc, ils naviguaient tous aux Messageries Maritimes, qui était la grande compagnie, une des 2 grandes compagnies de l'époque. Il y avait la Compagnie Générale Transatlantique, avec le Normandie, la France, et les Messageries Maritimes, qui, à l'époque, notamment de l'Empire français, donc allaient créer le lien entre tous ces territoires d'outre-mer et la métropole. Et donc il naviguait, mon grand-père naviguait dans les années 30, a subi la crise des années 30, donc c'est comme ça qu'il est devenu journaliste, embauché par un personnage de sa ville, la ville de Lorient, et qui est devenu son beau-père, voilà, parce qu'il a eu un jour un scoop, il s'est précipité voir son patron, son rédacteur en chef, au tout début de sa carrière, donc il savait où il habitait, mais il n'avait jamais été avant. Et puis il toque à la porte, et là une jeune femme de 18 ans ouvre la porte, c'est une ma grand-mère. Voilà, comme ça s'est passé. Donc son patron est devenu son beau-père, et donc il a donc fait toute sa carrière comme journaliste maritime. Et de l'autre côté de ma famille, alors là on est plus de Belle-Île-en-Mer. Donc, et mes ancêtres, on va dire, étaient armateurs à Belle-Île. Donc, pendant plus de 3 générations, ils ont eu des briques goélettes qui faisaient du cabotage un peu partout autour de l'Europe. C'était des magnifiques voiliers. Hein. À l'époque, on naviguait 100% décarboné. Hein. Il y a 2 siècles, il n'y avait pas d'autre alternative que la voile pour transporter des personnes et les marchandises. On a mis un siècle, c'était le passage de la voile à la vapeur, tout le monde en a entendu parler. On a mis un siècle, effectivement, progressivement, pour se carboner, pour passer à la chauffe au charbon, voilà, aux énergies fossiles. Depuis un siècle, on navigue carboné, et maintenant on a 25 ans pour faire le chemin inverse, puisqu'en 2050, on s'est engagé, le monde maritime s'est engagé à revenir au net zéro, c'est-à-dire plus une émission de carbone sur les navires. Non, mes grands-parents, mes arrière-grands-parents plutôt, étaient eux armateurs d'une flotte de petits navires à voile, donc qui faisaient quand même une 50aine de mètres, et qui étaient à Belle-Île-en-Mer. Alors forcément, tout petit, j'ai épousé, on va dire, une carrière maritime. Je n'ai pas pu faire autrement. La première fois que j'ai dû franchir la coupée d'un navire, je devais avoir 3 mois. Mon père était en escale au Havre, sur des bateaux des Messageries Maritimes, et puis ma mère allait leur rendre visite pendant les escales, et puis avec moi dans un couffin, voilà, j'allais voir mon père, forcément. Je ne me rendais pas bien compte à ce moment-là de ce qui se passait. Et donc c'était mon premier contact quelque part tout petit avec le monde de la mer. Et puis mon père était administrateur des affaires maritimes, très beau métier,
peut-être que Marie, je vous souhaite effectivement de rentrer dans ce corps qui date d'il y a plus de 3 siècles. Hein, donc on est passé, alors là c'est pas de la voile à la vapeur, mais de la presse des marins au système des classes. Hein, c'est à l'époque, au XVIIe siècle, à la moitié du XVIIe siècle, pour armer les navires. Il n'y a pas beaucoup de volontaires, c'était des conditions épouvantables de navigation. Donc on fermait les petits ports, les ruelles, les quartiers dans les ports littoraux et on embarquait les marins de force. Ça s'appelait la presse des marins. Et puis Colbert, a commencé un peu avec Richelieu, et puis Colbert après a organisé le système des classes. Donc on proposait aux marins de s'inscrire volontairement sur des registres qui tournaient entre la royale, la marine royale, la marine marchande, et puis ils avaient la possibilité aussi d'être en repos, et puis ceux qui étaient blessés en mer, ils ont institué les Invalides de la marine, qui est toujours le plus vieux système de sécurité sociale au monde et qui existe toujours aujourd'hui, qui est extrêmement efficace, très apprécié des marins. Et donc pour organiser tout ça, on a créé un nouveau corps qu'on a appelé les commissaires aux classes, et maintenant ça s'appelle administrateur des affaires maritimes. Et c'est ce qu'a fait mon père comme métier. C'est pour ça qu'avec lui, j'ai bougé beaucoup, donc entre Concarneau, donc un petit port breton, entre Auray, notre petit port breton. Je suis parti en Nouvelle-Calédonie après, avec lui en affectation, et c'est là où j'ai, à 7 ans, pris pour la première fois un paquebot. Donc c'était la fin des paquebots. Une fois, c'était les dernières traversées qu'on faisait sur ces navires. Après, ce sont les avions qui ont remplacé tous ces navires. Alors bien sûr, les plus célèbres, c'était sur les traversées transatlantiques entre l'Europe et les États-Unis, entre Le Havre et New York, par exemple, sur le France, et avant sur le Normandie. Et moi, c'était de Marseille à Nouméa, 45 jours. 45 jours. Sur le Tahitien, donc il y avait 2 navires, le Tahitien et le Calédonien, qui allaient de Marseille à Sydney. Et nous, on a débarqué juste l'escale d'avant à Nouméa. Donc après 45 jours de mer, là j'avais 7 ans. Et là j'ai eu mon premier contact avec les paquebots. Et ça m'a tout de suite fasciné, petit. Et quand ma mère me demandait, alors mon petit garçon, qu'est-ce que tu vas faire quand tu seras grand? C'était pas pompier, c'était pas médecin, moi je voulais faire des paquebots. Voilà. Et donc j'ai été très très marqué par ce passage sur ce navire. Et puis moi j'ai continué ma scolarité effectivement. Et puis à 16 ans, mon père m'a dit ça serait bien que tu essaies de naviguer. Alors on avait à l'époque, c'est plus possible maintenant, il faut attendre 18 ans et puis avoir un minimum de diplôme, parce qu'à l'époque on pouvait naviguer ce qu'on appelait pilotin. On n'avait rien en poche, j'avais 16 ans. On n'avait aucun diplôme en poche et on pouvait aller sur les navires pour voir si la carrière maritime intéressait les jeunes. Et donc le pilotin le plus célèbre du reste est devenu président de la République, puisque Jacques Chirac, à 18 ans, a été pilotin de la marine marchande. Et donc là, je me suis retrouvé sur un ferry, la Brittany Ferries, entre Saint-Malo et Portsmouth, donc, où pendant tout un été, eh bien, j'ai navigué. Alors on m'apprenait la navigation, on m'apprenait l'aspect technique des machines du navire, et donc ça a été extrêmement formateur pour moi. Après, j'étais au lycée, je suis retourné au lycée forcément, et là j'ai définitivement su que ce qui m'intéressait, c'était la marine marchande, c'était la navigation. Et après, très jeune, à 18 ans, pas à 17 ans, mais à 18 ans, je me suis retrouvé aussi naviguer en tant que matelot, plus bas de l'échelle, parce que ça me permettait de gagner aussi un peu ma vie. C'est un job d'été, en fait. Et là, mon job d'été, moi, c'était d'être matelot au large de l'Afrique, sur les ravitailleurs de plateformes pétrolières. Donc des bateaux qu'on appelle les supply vessels. Alors là, très très jeune, pareil, on bossait beaucoup vraiment, mais comme c'était des petits équipages, très très vite, on vous laisse prendre la barre du navire, et puis vous êtes dans une ambiance tout à fait passionnante d'un point de vue marine marchande. Il y a beaucoup de manœuvres, et c'est ce que je faisais. Puis vous brossez les ponts des bateaux aussi, donc j'ai commencé vraiment en bas de l'échelle. Et puis très vite, je me suis dit que c'était pas non plus une destinée pour moi. Et donc j'ai passé mes concours pour devenir officier de la marine marchande. Et puis voilà, c'est ce que j'ai réussi à intégrer, donc cette école nationale supérieure maritime.
à l'époque ça s'appelait École nationale de la marine marchande, pour devenir officier de la marine marchande. Et donc c'est ce que j'ai fait. Et là pour le coup je suis revenu naviguer dans la compagnie qui avait été fusionnée, les deux compagnies que je vous ai parlé tout à l'heure, la compagnie générale transatlantique et les messageries maritimes ont été fusionnés dans les années 70 pour devenir la compagnie générale maritime, la CGM. La CGM. Et donc j'ai été à ce moment-là élève officier à la CGM. Mais j'ai toujours eu dans ma tête cette idée de paquebot. Et à mon deuxième embarquement d'élève, en passant le canal de Panama, élève officier, donc en allant sur une ligne qui descendait le long de la côte ouest de l'Amérique du Sud jusqu'au Chili, on faisait le Panama, l'Équateur, le Pérou, le Chili, la Colombie. En passant le canal de Panama, là j'ai vu à l'horizon un archipel des îles. Donc ça m'a interpellé, j'ai regardé ça à la jumelle, j'ai regardé sur le radar ce qu'il en était, et j'ai sur la table à carte, et là je vois l'archipel des Perles. Qu'est-ce que c'est formidable. Alors je commence à demander aux gars qui étaient à la passerelle, les officiers qui étaient avec moi, ou les matelots, tiens, vous connaissez l'archipel des Perles? On ne connaît pas, on file, c'est de port en port, ils n'étaient pas très intéressés par le tourisme. Et là j'ai eu un déclic. Je me suis dit, voilà ce que je devrais faire dans la vie, j'avais 20 ans. Voilà ce que je devrais faire dans la vie. D'aller, puisque les gars à la passerelle, la personne connaît l'archipel des Perles, c'est de faire connaître ces endroits les plus reculés de la planète, ces archipels qu'il doit y avoir partout dans le monde, à des passagers qui viendraient du monde entier sur des petits paquebots, comme celui que j'avais. C'était un gros paquebot quand même, sur lequel j'avais navigué à 7 ans. Mais des petits paquebots, parce que je trouvais que c'était plus abordable. J'imaginais un projet, vous imaginez, à 20 ans, j'avais rien en poche, j'étais élève officier, un peu comme vous, vous êtes élève aussi ici, étudiant, et donc des petits paquebots sous pavillon français. Voilà, c'était mon concept, faire naviguer des petits paquebots sous pavillon français pour faire découvrir les coins les plus reculés de la planète à des passagers qui viendraient du monde entier. Et je suis resté avec cette idée toute ma vie. Je n'ai pas changé d'idée. Je l'ai améliorée quand même. J'ai fait en sorte qu'elle se bonifie. Et donc j'ai eu ça comme c'était mon hobby. Donc après le quart, parce que vous savez sur les bateaux de la marine marchande, vous faites le quart, donc 2 fois 4 heures par jour. Vous êtes à la passerelle, ou pareil à la machine, et puis vous faites naviguer le bateau, quoi. Donc c'est vous qui êtes le patron. Alors deux, il y a un officier et un matelot. Sur les bateaux de la marine nationale, ils sont un peu plus nombreux quand même. Mais nous on est deux, et puis pendant 8 heures par jour, vous êtes le patron à la passerelle de votre navire, et vous naviguez, voilà, dans des endroits des fois extrêmement compliqués. Si vous avez vraiment un problème, vous demandez au commandant de venir voir ce qui se passe. Mais vous êtes très très jeune, effectivement, complètement indépendant. Et vous prenez des responsabilités, très jeunes. Et quand j'avais fini mon quart, qu'est-ce que je faisais? Je travaillais sur mon projet de création d'entreprise. Donc je demandais à la machine, tiens, comment on fait pour maintenir, quel est le coût de maintenance d'un petit navire comme ça, qu'est-ce que ça consomme en combustible, etc. J'ai imaginé un équipage, bon, j'avais rien que des idées. Et puis bon, j'ai continué quand même parce qu'il fallait bien gagner sa vie et pas vivre que de rêve, donc à naviguer. Et là, donc, je suis retourné après au cours de capitaine de la marine marchande, puisque j'étais à ce moment-là que le lieutenant. Et puis, il m'est arrivé quelque chose d'assez violent, comme beaucoup de mes camarades. La marine marchande, je vous ai parlé tout à l'heure de ce système des classes, le passage de la presse au système des classes. Ses avantages. On donnait des retraites aux gars très très vite. Donc c'est le premier système de sécurité sociale au monde. Donc pendant des années, la question se pose encore un peu toujours aujourd'hui, mais plus dans la marine marchande. On accumule beaucoup d'avantages et puis à un moment ça a un coût, et à un moment ça passe plus. On n'est plus compétitif. Les armateurs français n'arrivaient plus à s'en sortir. Et il y a eu le 17 juin 86, vous n'étiez pas né, donc un arrêté ministériel qui a permis aux armateurs français, vous imaginez la violence du truc, de virer 75% des marins français pour les remplacer par des marins étrangers moins coûteux. Et donc, alors que la CGM était une compagnie d'État, ce jour-là, j'étais à la passerelle, donc à la passerelle au carré des officiers, pardon, avec certains de mes camarades, et donc on a reçu à l'époque c'était des cassettes vidéo,
grosses cassettes comme ça qu'on mettait dans des sortes de décodeurs. Et donc le président de la compagnie a annoncé à tous les bateaux du monde entier de la CGM, une cinquantaine de navires à ce moment-là, une heure donnée de TU, temps universel, instruction de regarder, de visualiser cette cassette qui effectivement à la CGM, vous imaginez comme si c'était la SNCF de la France. Ce jour-là, donc, a été annoncé que 800 marins allaient quitter la compagnie pour être remplacés par des marins moins chers. Donc quand vous avez 21 ans, ça fait un choc quand même. Oui, vous souhaitez vous faire une carrière maritime, devenir officier, toujours avec ma petite tête quand même, dans ma petite tête, d'avoir cette idée de création d'entreprise. Mais d'abord, je voulais naviguer. Et naviguer sur les paquebots également, mais il n'y en avait pas. Donc je voulais naviguer tout simplement. Et tous mes camarades étaient pareils. Donc ce jour-là, 15 jours après, forcément, j'ai débarqué. Et là, je me suis rebellé. Je me suis dit, comme certains étudiants, de temps en temps, on peut avoir un peu le sang chaud. Donc je suis retourné au cours de capitaine. Et là, avec mes camarades, c'est moi qui ai eu cette idée, c'est de dire on ne va pas subir notre sort comme ça, on va essayer de forcer le destin, et c'est là où mon projet de création d'entreprise, sur lequel j'avais beaucoup travaillé, pouvait être un excellent levier pour changer un peu la donne, imaginer des choses nouvelles, pas accepter effectivement ces conditions qu'on nous imposait, et trouver d'autres formules. Et c'est là où effectivement mon projet a complètement matché avec les circonstances de l'époque. Et donc, je me suis dit qu'il fallait effectivement monter définitivement ce projet avec un bateau à voile, idéalement. Donc, on a conçu un magnifique paquebot à voile qui allait naviguer dans les coins les plus reculés de la planète. Sauf qu'effectivement, quand on dit ça, qu'on n'a pas un sou en poche, parce que vous avez compris que j'avais été viré quelque part de ma compagnie parce que je coûtais trop cher. Donc j'étais marin en formation, voilà, au chômage on va dire. Et donc j'avais pas un centime en poche. Et mes copains non plus. Donc forcément, pour imaginer une création d'entreprise dans ces conditions, il faut quand même se creuser la tête. Donc on avait quand même 3 obstacles majeurs. C'était effectivement résoudre ce problème de coût avec une autre solution que ce qui nous était proposé, c'est-à-dire qu'on voulait nous proposer, un peu aussi comme, vous savez, quand on est passé de la presse au système des classes, on a demandé à des marins volontairement de s'inscrire sur des registres. On leur donnait un petit peu d'avantage, mais il y avait une démarche volontaire des marins. Et là, on s'est dit, on va faire la même chose. On va donc proposer à des marins de revoir un peu leur statut pour participer à cette aventure économique. Donc à un moment, je réunis comme ici, 400 personnes, pas loin, dans la salle de l'école de la marine marchande de Nantes, les élèves en leur disant voilà ce que je vous propose, il faudrait qu'on imagine sur la base du volontariat quelque chose de nouveau. Et dans la salle, tout le monde est parti au fur et à mesure, la salle s'est vite vidée en se disant mais qui c'est ce timbré là qui nous propose des trucs auxquels on ne comprend rien du tout. Et donc ils sont restés effectivement dans la salle une dizaine de mes collègues, de mes camarades, officiers, élèves de la marine marchande. Et c'est avec ces élèves-là qu'on a monté la compagnie des îles du Ponant. Et donc, on avait forcément, il fallait trouver le support juridique qui soit favorable. Et c'est là où on a créé un registre d'immatriculation pour battre pavillon français, mais sans avoir toutes ces contraintes sociales françaises. Et donc, c'est là où on a imaginé quelque chose, figurez-vous, à Wallis et Futuna, dans un territoire d'outre-mer du Pacifique, où les réglementations sociales étaient beaucoup plus légères. Mais par contre, on battait quand même pavillon français. Et on pouvait demander du coup à des marins de pouvoir un peu changer leur statut et participer à notre création d'entreprise. Donc ça c'était une des bonnes idées. La deuxième idée, c'était effectivement de bien concevoir un navire très original. Donc on a fait appel à un grand architecte naval qui avait, vous ne vous en souvenez plus, mais conçu un très grand voilier à l'époque pour Alain Colas, qui était un grand navigateur, qui s'appelait le Club Med, Club Méditerranée d'Alain Colas, qui a été transformé après, qui est devenu le yacht personnel de Bernard Tapie, qui s'est appelé le Faussaire. Et donc, nous, on a été voir un jour à Marseille ce bateau, et on s'est dit, c'est exactement ce qu'il nous faut. Magnifique voilier, paquebot à voile, et donc avec une très belle ligne, très élégant sur l'eau, en visant un peu le côté haut de gamme. Parce qu'effectivement, pas beaucoup de passagers, mais bon, forcément, pas beaucoup de passagers, ça ne peut pas être pas cher, donc pas raisonnable, mais quand même une prestation très haut de gamme. Et par contre, évidemment,
pas un centime en poche. Donc comment imaginer lever des capitaux pour pouvoir construire ce bateau, avoir suffisamment d'argent pour construire ce bateau. Alors, aller voir les banques, c'était même pas en rêve. Donc on a remis au goût du jour une vieille loi maritime. C'était des concepts qui datent des Romains quasiment, où on prend un navire et on le divise en morceaux, en kira. Ce sont des parts de copropriété. Donc nous, on a pris notre navire, qui à l'époque, c'était en francs, coûtait 115 millions de francs, et on l'a divisé en 1150 parts de 100 000 francs. Alors aujourd'hui, ça fait 100 000 francs, ça fait 15 000 euros à peu près. Et ce système bénéficiait d'avantages fiscaux, donc c'était assez intéressant. Et donc on a été voir la commission des opérations de bourse, qui nous a regardé avec des gros yeux, parce que ça n'était jamais fait avant, pour faire un appel public à l'épargne. Parce que pour collecter cet argent, il nous fallait avoir un tampon, effectivement, de la commission des opérations de bourse et de la direction des finances. Alors à l'époque, le ministère des Finances. Alors à l'époque, c'était pas à Bercy, c'était au Louvre, rue de Rivoli. C'était là où était le ministère des Finances à l'époque. Et donc on a eu ces deux agréments qui nous ont permis pendant 3 mois de collecter les fameux 115 millions de francs auprès de 220 copropriétaires, 220 investisseurs, personnes physiques, sans avoir recours à un seul centime bancaire. Donc on n'a pas demandé un seul centime à la banque, qui ne nous aurait jamais accordé le moindre crédit. Et donc du coup, avec ces 220 personnes, on a réuni, le 30 juin 89, assez d'argent pour pouvoir lancer la construction de notre navire. Et c'était déjà un gros montant, hein, pour dire, ça doit faire 25 millions d'euros peut-être. Et des euros d'aujourd'hui, un bateau comme ça va coûter, allez, c'est dans les 50-60 millions d'euros quand même. Donc c'est pas un petit projet. Avec des euros de l'époque, les francs de l'époque. Donc l'équivalent. Donc le 30 juin 89, formidable, on a suffisamment d'argent. Et donc il y avait un établissement financier qui nous avait aidé à trouver ces investisseurs. Et donc qui ont été rémunérés pour ça. C'était une filiale de Nantes, d'un grand établissement français. Et donc à l'époque, il y avait moins d'avocats qu'aujourd'hui. Et donc on décide, très content, l'établissement financier, d'avoir réussi à collecter pour nous autant d'argent en 3 mois, nous fait signer un papier. On était en train de boire un petit peu de champagne, on était contents, on avait vachement bien réussi notre affaire. Et donc, voilà, entre les sous-signés, les convenus qui suivent, article 1, article 2, et on devait, si on se faisait une opération du même type à l'avenir, soit nous confier la gestion du projet, soit celui qui ne respectait pas les accords devait une pénalité à celui qui n'allait pas au bout des accords. Bon, on met ça dans un coin de tiroir, on s'en rend 2 exemplaires, parce que tout ça, vous imaginez bien que derrière, il y a une suite. Et on démarre la construction de notre navire à la Société Française de Construction Navale, vous savez où ? À Villeneuve-la-Garenne. Donc, c'est-à-dire notre voilier, il a été construit sur les bords de Seine. Et on a eu les pires malheurs, parce que le chantier dans lequel on avait construit notre bateau, à la fin, est tombé en faillite. Donc là, c'est terrible. Quand un armateur passe commande d'un navire et que le chantier est en faillite, là, généralement, ça se termine mal. Tout ça, ça part complètement en vrille. Et là, du coup, on a tenu bon, malgré tout. Et il se trouve que l'établissement financier qui nous a aidés à collecter les capitaux nécessaires, avait lancé une opération du même type sur un immense navire qui s'est appelé le Club Med 2, qui navigue toujours aujourd'hui, le reste. Si vous allez dans une agence de voyage de Club Med, vous verrez le Club Med 2, pour un montant gigantesque, sans nous confier la gestion du projet. Donc nous, qu'est-ce qu'on a été faire, forcément ? On a été voir l'établissement financier, on a dit, mais vous n'avez pas oublié un truc, là, qu'on a signé il y a presque 1 an et demi maintenant. Oui, non, oh là là, oui, ils ont bien vu les ennuis arriver. Et donc ils se sont dit, mais ces petits gars-là, ok, on avait envie de les écrabouiller, donc ils ne vont pas nous emmerder longtemps avec leurs histoires, donc on va les virer. On va les virer du projet. Donc ils ont essayé, effectivement, de nous virer. Donc ils ont en prétextant que le montage n'était pas conforme tout à fait à ce qui avait été prévu par la commission des opérations de bourse et la direction du ministère des Finances. Et donc, assemblée générale,
assemblée générale avec ordre du jour, révocation de la gérance. Donc le bateau n'était pas fini. Et puis là, par le hasard aussi, lors de l'inauguration du navire, c'était vraiment à la fin de la construction, on avait rencontré à La Rochelle effectivement un contact qui faisait partie du cabinet du ministre des Finances de l'époque, qui s'appelait Michel Charras. Et en 48 heures, il nous a écrit lui-même une lettre comme quoi toute l'opération dite Île du Ponant 1, c'était l'opération, le nom de l'opération, Île du Ponant 1, était tout à fait conforme. Donc on garde ça dans notre poche. L'Assemblée générale se déroule assez violemment. On voulait nous virer. Et à un moment, on dit à nos investisseurs, mais est-ce que vous seriez d'accord si on avait par hasard une lettre du ministre des Finances comme quoi tout va bien? Est-ce que vous seriez d'accord à ce moment-là pour nous virer, quoi? Oh oui, bien sûr, tout part. Je pensais ne pensait pas du tout qu'on avait cette lettre. Et du coup, interruption de séance, on distribue cette lettre à tout le monde, et donc là, on les a coincés. Ils ont été obligés de renoncer à nous révoquer, et on a pu démarrer. Et on a pu démarrer faut vraiment parler dans le micro, Monsieur le Président, parce qu'il y a des gens qui n'entendent pas derrière. Ah, désolé. Et on a pu démarrer donc le 13 mai 91, après un certain nombre de retards aussi, parce que cette année-là, il n'y avait pas assez de vent sur l'Atlantique, donc le bateau était en retard. Le 13 mai 91, on démarre notre première croisière au départ de Guadeloupe, vers les Grenadines et les îles Vierges britanniques. Et donc c'est comme ça que le 13 mai 91, il y a presque 35 ans maintenant, la compagnie Ponant, que certains d'entre vous connaissent, peut-être de réputation, a pu démarrer alors qu'on n'aurait jamais dû démarrer. On a eu tellement d'ennuis que normalement ça aurait dû s'arrêter très vite. Mais non, les petits gars de la marine marchande, à force de persévérance, parce que peut-être habitués à naviguer entre les écueils, c'était notre métier, eh bien on a réussi là à amener notre barque pour faire en sorte que notre projet puisse démarrer. Alors, vous étiez quand même bien conseillé pour des petits gars de la marine marchande. Hein. Entre le registre à Wallis et Futuna et le coût de la lettre du ministre, il devait y avoir un avocat quelque part. On est à la Sorbonne ici, ils le savent, il devait y avoir un avocat dans le coup. Il y avait des bonnes fées autour du berceau, des amis du projet. Oui, il y avait un avocat aussi, brillant avocat, parce que vous allez voir qu'au début, forcément, on avait collecté tout cet argent, mais le bateau n'était pas à nous. On était donc armateur, gérant du navire. Et donc, on avait lancé cette opération contre ces banquiers qui nous avaient envoyé balader, qui nous avaient maintenus quand même à la tête de l'opération, en tant qu'armateur, mais on n'avait que 5 parts sur les 1150. Donc, on décidait à la fin des fins de rien du tout. Mais on a réussi à démarrer. Et par contre, on a lancé un procès. Effectivement, Amine, il est malin. Il a bien vu qu'il y avait quelque chose, effectivement, de contentieux en la matière. On a lancé un procès contre ces fameux banquiers qui n'avaient pas respecté leurs accords. Et ça nous a permis quand même de démarrer. Donc on a eu beaucoup de difficultés quand même, parce qu'il a fallu remplir le bateau, parce que nous étions marins, nous on savait faire naviguer des navires. Donc là, il a fallu qu'on devienne des marketeurs, des commercialisateurs de croisières, des bons commerçants. Et donc moi, par exemple, j'allais faire la tournée de l'Europe, des agences de voyage spécialisées dans la croisière, pour pouvoir trouver les clients pour remplir le navire. Et puis du coup, notre procès a démarré en première instance, et 4 ans après, on a eu gain de cause en cours d'appel, effectivement, ici à Paris. Quand on a eu le résultat, on aurait dit qu'on avait marqué un but, de l'OM ou le PSG avait marqué un but, alors ça dépend de quel camp vous êtes. Donc c'était un truc absolument incroyable, et parce qu'on a récupéré suffisamment d'argent pour racheter notre bateau. Donc on est devenu, là pour le coup, propriétaire du bateau qu'on avait imaginé, qu'on avait lancé après moult péripéties. Et à partir de là, on a pu lancer une deuxième opération. Donc pour là, du coup, parce que le Ponant c'est un voilier, on naviguait aux Caraïbes, on naviguait en Méditerranée, mais on a eu à l'idée, toujours pareil, la suite dans les idées. Vous savez, il y a un grand dirigeant politique du siècle dernier, voire de celui d'avant, qui a dit à la tribune de l'Assemblée que qui dit marine dit suite, temps et volonté, de la suite dans les idées.
On a eu du temps, parce qu'on a pris beaucoup de temps aussi pour mettre tout ça en musique, et une volonté farouche. Et en tant que marin, forcément, c'est une de nos caractéristiques. Et donc, le deuxième bateau, on l'a voulu un peu différent pour aller justement découvrir des zones encore nouvelles. C'est un bateau qui nous permettait de remonter l'Amazonie, traverser quasiment toute l'Amérique du Sud, pour aller presque au pied de la cordillère des Andes, à Iquitos, au Pérou. Et c'est surtout un bateau qui était basé à Saint-Pierre-et-Miquelon, et ça nous permettait d'aller dans les zones polaires. Donc faire le tour de Terre-Neuve, remonter la côte du Labrador, rentrer dans la baie d'Hudson, et c'est là où on a croisé nos premiers icebergs. Et c'est là qu'on s'est rendu compte qu'effectivement cette navigation dans les zones polaires était vraiment quelque chose qui enchantait les passagers, quelque chose d'absolument formidable. Quand vous commencez à voir vos premiers ours polaires, votre premier iceberg, là vous vous dites il se passe quelque chose. Et donc on en a fait de cette navigation dans les zones polaires une spécialité de la compagnie Ponant. C'est votre signature aujourd'hui. C'est la signature. Et après, effectivement, au bout de quelques années, on a voulu aller encore un peu plus loin dans les pôles. Et donc là, pour le coup, on n'a pas fait construire les deux premiers bateaux, c'est des bateaux construits, spécialement pour nous. Le troisième, on l'a acheté d'occasion, on l'a rénové. Et là, on a été en Antarctique, on a été au Spitzberg, on a été au Groenland. Et donc, on a pu élargir beaucoup notre zone d'activité dans les régions polaires grâce à cette flotte de 3 navires. Mais ça faisait presque 18 ans qu'on avait lancé la compagnie. Moi, j'avais 40 ans. Et c'est vrai que, vous verrez après comment vos carrières évolueront, mais c'est vrai qu'à un moment, on se dit, si on peut effectivement mettre un peu à l'abri son concept économique, puis se mettre un peu à l'abri aussi soi-même, à un certain âge, c'est peut-être le bon moment. Et c'est là où on a rencontré un homme exceptionnel qui s'appelle Jacques Saadé, qui est le père de Rodolphe Saadé, qui est le patron actuel de CMA-CGM, qui avait lancé sa compagnie 10 ans avant nous, qui était la CMA, qui avait pu effectivement racheter dans le cadre de la privatisation de la CGM, la fameuse compagnie où moi je naviguais, qui a été créée en 1855. Les deux compagnies Messagerie Maritime et Transatlantique ont été créées à peu près à ce moment-là. Et c'est malgré effectivement le fait qu'ils aient viré 800 jeunes marins, pas tous jeunes, mais en tout cas nous, c'était notre cas, n'a pas réussi à se redresser, parce que c'était très très mal géré, une compagnie d'État, et donc elle a été privatisée. Et c'est Jacques Saadé, avec la CMA, qui a récupéré cette compagnie, qui l'a transformée extrêmement rapidement, et c'est devenu CMA-CGM. Et là on est en 2004, donc on rencontre cet homme exceptionnel, ce visionnaire du monde maritime, et forcément nous, des petits créateurs d'entreprises maritimes, on a été, notamment moi, complètement fascinés par ce personnage, et on a décidé de lui vendre notre compagnie, une première fois. Alors moi je suis toujours resté actionnaire, et du coup la compagnie qui était installée à Nantes, là où on était à l'école en fait, de la marine marchande, on s'est installé juste en face, compagnie du temps, et donc CMA-CGM étant à Marseille, on a vendu la société, on a déménagé à Marseille, donc ça fait 20 ans, et on est devenu filiale de CMA-CGM. Et donc c'est là où effectivement d'indépendant, moi je suis devenu effectivement dirigeant d'une filiale d'un très grand groupe international, et ça m'a complètement fasciné parce que c'était maritime, et aujourd'hui CMA-CGM, pour vous donner une idée, c'est 700 bateaux, c'est 170 000 collaborateurs dans le monde, c'est plus de 1000 entrepôts logistiques, c'est une flotte de 10 avions, c'est 55 ports terminaux dans le monde. C'est une des plus belles boîtes françaises et qui a démarré là aussi d'une page blanche comme nous avec Ponant, et avec des dirigeants qui sont effectivement absolument incroyables parce que leur ligne de conduite c'est le développement, c'est aller de l'avant. Et tout à l'heure je discutais avec un homme qui est absolument formidable qui s'appelle Pascal Pic, je ne sais pas si vous le connaissez, qui est un paléoanthropologue. Donc on est très très fort en France sur ce genre de sujet. Il y a Yves Coppens, il y a Jean-Jacques Hublin, Pascal Pic, si vous regardez ces conférences, donc c'est absolument merveilleux. Et donc, parce que je prépare les choses effectivement pour le mois de février, un cycle de conférences à la grotte Cosquer à Marseille, où on va essayer de reconstruire les premières navigations, les premiers de notre genre humain qui sont partis sur les mers.
Il y a, et c'est le chiffre, là je peux vous le donner parce que je l'ai fait valider à plusieurs reprises, et encore tout à l'heure avec une conversation avec Pascal Pic, il y a 70 000 ans que notre genre humain, nous les sapiens, on est parti sur les mers derrière l'horizon. Et ça, c'est caractéristique de notre genre humain. Il faut qu'on aille toujours plus loin. Il faut qu'on aille voir ce qui se passe derrière l'horizon. Alors, ça pourrait faire partie d'une autre intervention ultérieure, mais tout ça pour vous dire qu'un Jacques Saadé est un peu nous quand on se lance, et c'est le maritime qui guide ça aussi. On veut tout de suite aller voir ce qui se passe derrière l'horizon, toujours plus loin. Vous répondez à une pulsion vieille de 70 000 ans. Exactement. Et qui nous habite toujours, nous les sapiens. Et donc, et Jacques Saadé, c'était l'incarnation même de ce volontarisme et qui nous animait également. Donc moi j'ai côtoyé cet homme, ce personnage vraiment, on se voyait toutes les semaines, vraiment c'était formidable de côtoyer ce grand capitaine d'industrie, ce grand armateur. Et il nous est arrivé quelque chose aussi qui a été très fondateur. En 2008, on naviguait aux Seychelles avec le Ponant, notre premier bateau, et puis on le ramenait comme après chaque saison en Méditerranée pour l'été. Et là, en passant dans le golfe d'Aden, je ne sais pas si vous voyez où est le golfe d'Aden, pas loin du Yémen, au nord de la Somalie, avant ce petit détroit, avant de rentrer en mer Rouge, et avant le canal de Suez, il y a ce golfe d'Aden, et là, donc c'était en avril 2008, coup de tonnerre, je reçois un coup de fil de la marine britannique comme quoi le Ponant était attaqué par des pirates somaliens. Donc avec 30 hommes et femmes d'équipage à bord. Alors, il n'y avait pas de passagers, heureusement, puisque c'était un transit. Et là, quand vous avez votre bateau qui est attaqué par des pirates, là, alors, vous imaginez les films. Hein. Là, pour le coup, c'était pas il y a 70 000 ans, mais par contre, il y a quand même un petit moment aussi que les pirates ne civilissaient plus sur les mers, on va dire. Alors que effectivement, c'était leur terrain de prédilection pendant des centaines d'années. Et donc, on n'y croit pas forcément, mais oui, c'est bien ce qui s'est passé. 11 pirates sont montés à bord et ont pris en otage notre navire. Et donc là, on a amené au large d'un petit village sur la côte somalienne. Je ne sais pas si vous voyez, c'est la chute du Faucon Noir, ce film-là, un peu, ça ne vous dit rien. C'est extrêmement violent, ces pays-là. Ouais. Tout le monde est armé. Et donc, effectivement, on était extrêmement inquiets. Il y avait en plus des jeunes femmes à bord. Sur 30 membres d'équipage, il y avait 7 jeunes femmes à bord qui se sont cachées, dès que les pirates sont montés, se sont cachés dans la cale du navire. Les hommes sont restés bien sûr sur le pont, se sont laissés prendre parce qu'on peut pas, les bateaux marchands ne sont pas armés, et eux étaient armés de lance-roquettes, de Kalachnikov. Quand vous recevez une rafale de Kalachnikov, vous le calmez tout de suite. Donc nous on était avec des manches à eau, vous voyez, un but anti-incendie pour essayer de les repousser. Ils sont montés à bord avec leurs embarcations. Autant vous dire que ça a été vite vu. Et donc ils ont pris notre navire. Les femmes se sont cachées et les hommes se sont laissés prendre. Et alors là, par contre, c'était au niveau national, ça a été une affaire d'État. Moi, j'ai vu 4 fois le président Sarkozy à l'époque dans la semaine. Tous les forces, 3000 militaires français se sont mobilisés. Le GIGN, les commandos marines, c'est absolument incroyable. Il y avait 7 navires militaires qui étaient autour du Ponant. Mais effectivement, l'ordre a été donné de ne pas intervenir parce que ça aurait pu être un bain de sang. Et puis à force de discussion avec des pirates, négociations, etc., il y a eu une rançon, c'est plus un secret. Et au bout d'une semaine, effectivement, on a pu récupérer notre navire, mais ça a fait la boucle de CNN de tous les journaux télévisés du monde entier. Un navire français avec 30 hommes et femmes d'équipage pris en otage par des pirates somaliens. Vous voyez, ça a fait une sacrée histoire. Et ça, c'était extrêmement fondateur. Pour la compagnie, parce que du coup, ça fait comme ça, c'est bien. Une histoire de pirates qui se termine bien, comme dans les films, généralement, ça fait une bonne pub. Et donc, ça nous a fait une publicité absolument incroyable, et la compagnie est devenue très, très connue grâce à ça. Donc, ça nous a servi au final. C'était peut-être vous, le pirate déguisé. Non, parce qu'il y a plusieurs catégories. Il y a les pirates, qui sont méchants. Il y a les flibustiers. C'est mieux. Et les corsaires. Les corsaires. Alors, les corsaires. Il y a de la noblesse à être corsaire. Alors, corsaire, ça me va bien, par contre. Si vous me permettez. Un petit peu corsaire. Un petit peu corsaire. Qui est une spécialité de Saint-Malo, de reste. Les corsaires malouins, Soircouf, bien sûr.
et le plus connu d'entre eux. Mais donc ça a été extrêmement fondateur et la confiance, on travaillait très bien avec CMA-CGM, est venue après, et donc notamment parce que là c'était vraiment la famille Saadé, quelque chose qu'on a fait en commun de façon extrêmement proche et ça a créé des liens. Et très rapidement après, effectivement, Jacques Saadé nous a proposé de nous lancer dans la construction de 2 nouveaux navires, des magnifiques paquebots de 146 mètres de long, de 132 cabines, à destination des régions polaires. Et donc on se lance effectivement dans ce projet, un peu la fleur au fusil, parce qu'on était effectivement filiale de CMA-CGM. Et très vite après, fin 2008, comme vous le savez, il y a eu une énorme crise financière mondiale. Et on s'est retrouvé coincé, CMA-CGM s'est retrouvé coincé avec les financements de ces navires, dont la construction continuait. Et à la fin de la construction de ces 2 navires, on embêtait énormément CMA-CGM avec ces financements qui n'ont pas pu se réaliser. Et eux-mêmes avaient été dans une situation à ce moment-là, avec cette crise financière catastrophique. On connaît CMA-CGM aujourd'hui avec des résultats absolument incroyables. En 2021, c'était la plus belle performance de toute l'économie française, de l'histoire de l'économie française, CMA-CGM. Mais un peu plus de 10 ans avant, ils étaient au bord de la faillite. Et c'est là où les banques ont mis une énorme pression à CMA-CGM pour que Ponant, avec ses problèmes de financement de navires, quitte le groupe CMA-CGM. Et c'est là, effectivement, un peu flibustier, oui, effectivement, en tout cas, avec la volonté toujours de forcer le destin, je trouve une solution financière pour ma compagnie. Donc avec un investisseur extérieur, un fonds d'investissement, et je propose à Rodolphe Saadé, donc qui avait succédé à son père, pas officiellement encore, mais en tout cas sur la conduite des affaires qui nous concernaient, qui est le PDG aujourd'hui de CMA-CGM que tout le monde connaît. Alors c'est BFM aussi, BFM, etc. C'est le deuxième Carrefour récemment aussi. Exactement, c'est le premier actionnaire privé d'Air France KLM. Bon, aujourd'hui c'est un groupe absolument incroyable. Et donc je négocie avec Rodolphe Saadé la possibilité de sortir pour le coup de CMA-CGM avec ce fonds d'investissement. Donc ce qu'on appelle un LBO. Et donc après des discussions quand même un peu sérieuses, parce qu'effectivement ce sont des grands chefs d'entreprise, donc ils discutent quand même. On a trouvé la bonne formule. Et donc Ponant, en 2012, après 8 années, en tant que filiale, a quitté le groupe CMA-CGM. Et donc c'est une nouvelle approche du business avec un fonds d'investissement. C'est pas du tout pareil que forcément être indépendant, pas du tout pareil que d'être filiale d'un grand groupe international, mais ça a été très formateur aussi. Et ça a tellement bien marché qu'au bout de 3 ans, ils ont décidé, alors que c'est des programmes qui durent 5-7 ans à LBO, ils ont décidé de sortir. Et là, comme je leur avais apporté l'affaire au départ, c'est moi qui avais trouvé les bonnes formules, je leur avais demandé aussi à la sortie, éventuellement, de considérer des formules que je pourrais leur apporter. Et bien sûr, ils m'ont dit oui, en n'y croyant pas. Et donc là aussi, pareil, toujours, je vous invite toujours, quel que soit votre métier futur, de toujours prendre bien soin de vos clients. Et là, effectivement, c'est ce que je faisais. Moi, ça faisait partie, pourtant, c'était pas mon métier à la base. J'étais plus un marin qu'un commerçant. Mais j'ai toujours bien fait attention à tous mes clients. Et parmi cette clientèle formidable qu'avait Ponant, on avait une dame qui s'appelle Marie-Vonne Pinault, qui est la femme de François Pinault. Alors, François Pinault, c'est un autre grand chef d'entreprise français, qui est le propriétaire de Gucci, de Saint-Laurent, qui a Christie's, qui est propriétaire de Puma, bon, qui a un groupe énorme également, des grands milliardaires français. Kering, voilà, où il y a effectivement Boucheron, Christie's, Balenciaga, Saint-Laurent, Gucci. Et donc, Madame Pinault avait un jour un problème commercial, tout simplement, une croisière qu'elle a été obligée d'annuler, etc. Et donc, comme je prenais bien soin, que j'étais bien au courant de ce qui se passait dans ma compagnie, je demande effectivement à la personne qui s'occupait des relations avec elle l'autorisation de l'appeler sur son portable. Et je l'appelle, je lui dis voilà madame, est-ce que, en parlant bien sûr avant des Bretonnes, donc moi breton, donc tout de suite de contact quand même, on parle de la compagnie, de ses croisières, je lui dis est-ce que vous pensez que votre mari serait intéressé éventuellement pour
pour acheter la compagnie Ponant. Ah tiens, je lui en parle. Et ça, c'est généralement quand vous faites des affaires très très vite, c'est la meilleure formule qui soit. On ne parle pas assez du communautarisme breton. Hein, il y a incontestablement. Et donc, mais ça aurait pu être Vincent Bolloré aussi, mais bon, oui. Mais bon, c'était François Pinault. Et donc, elle me donne la possibilité de contacter son mari, je le vois, je lui explique. Au bout d'une heure, il me dit « Ok, combien ils en veulent, c'est un montant énorme. Vos vendeurs, vos actionnaires, je lui donne le montant. » Il me dit « Ok, on se tape dans la main, vous avez 48 heures, débrouillez-vous, il faut qu'ils sortent. » Et à ce moment-là, je suis d'accord. Et c'est ce qu'on a réussi à faire en 48 heures. Proposer aux actionnaires la sortie du LBO, au fonds d'investissement de quitter l'actionnariat de la compagnie. Et donc là, en 2015, donc François Pinault est devenu donc l'actionnaire, il y a 10 ans, l'actionnaire de la compagnie Ponant. Et donc là, on réécrit une nouvelle page. Donc vous avez vu, hein, vous suivez, hein, donc, avec ma compagnie que j'ai créée en 88, là on est en 2015 et on a changé 4 fois de formule. Donc indépendant 18 ans, 8 ans filiale de CMA-CGM, 3 ans avec un fonds d'investissement, et maintenant ça fait 10 ans que la compagnie est avec François Pinault, donc comme actionnaire. Et là, effectivement, j'avais une relation absolument incroyable avec lui. On a investi plus d'1 milliard pour construire, développer la flotte de Ponant, avec donc 8 nouveaux navires, dont un bateau absolument exceptionnel qui s'appelle le Commandant Charcot, hein, qui va au pôle Nord géographique, 90 degrés de latitude nord, sur le toit du monde. 2 bateaux au monde sont capables d'aller là. Le Commandant Charcot, français, au gaz naturel liquéfié, et le brise-glace nucléaire russe, de 50 ans de la victoire. Vous avez peut-être vu cette vidéo sur les réseaux sociaux qui a cartonné il n'y a pas longtemps, où justement on voit le Commandant Charcot et le brise-glace russe qui se rencontrent au milieu du... C'était quoi? C'était le pôle Nord. Au pôle Nord géographique. Au pôle Nord géographique. On ne peut pas aller plus haut. Et alors vous m'avez raconté que les Russes ont lancé la Marseillaise pour célébrer cette rencontre. Les 2 bateaux étaient bord à bord, vraiment incroyables. Et les Russes, effectivement, ont lancé sur les ponts des bateaux russes. C'était en pleine guerre de l'Ukraine. Depuis, j'ai compris que les commandants avaient eu l'interdiction, les commandants russes, de refaire ce genre d'opération avec les Français. Parce que c'était entre marins que ça se passait. Donc on est loin de la guerre, nous. Hein, et du coup, effectivement, les bateaux russes passaient la Marseillaise pendant que les bateaux, j'ai des images absolument incroyables que vous avez vues, Amine, et vous, Malice, je vais vous les montrer aussi, absolument incroyable de cet événement qui s'est passé plusieurs fois, parce que du coup, c'était un rendez-vous au pôle Nord entre les 2 bateaux, les seuls 2 bateaux au monde capables d'aller sur le toit du monde. Et donc, pendant 5 ans, on a travaillé avec François Pinault de façon absolument incroyable. Et on a effectivement énormément développé la compagnie, ça marche formidablement bien. On avait démarré à 2 en 2008. Et quand le Covid est arrivé, il y avait 3000 personnes dans la compagnie, une flotte qui était en train de se développer, de se déployer, de 13 magnifiques paquebots qui couvraient la planète, hein, dans les zones polaires, l'Antarctique, le passage du Nord-Ouest, le Groenland, tous les endroits les magnifiques où on peut voir effectivement ces régions, mais avec des bateaux extrêmement engagés d'un point de vue environnemental, hein, le mieux qu'on puisse faire aujourd'hui. Donc Ponant, du reste, a été classé première compagnie d'un point de vue respect de l'environnement au niveau mondial pendant plusieurs années. Et le Covid est arrivé. Le Covid est arrivé donc en mars 2020. Et là, comme tous les navires de croisière du monde, ça s'est arrêté du jour au lendemain. Du jour au lendemain, cette compagnie qui était montée très très haut, avec une réputation mondiale absolument incroyable, avec des accords commerciaux aux États-Unis, notamment avec tous les anciens élèves des grandes universités américaines, qui étaient le fonds de commerce principal de Ponant, les anciens de Yale, UCLA, d'Harvard, Stanford, MIT, tous une clientèle formidable aux États-Unis, tous ces anciens élèves de ces grandes universités, donc venaient sur les croisières Ponant. On avait vraiment une réputation mondiale absolument incroyable. Et du jour au lendemain, tout s'est arrêté. La compagnie s'est arrêtée, 0. Donc tous les marins sont rentrés chez eux quasiment, les bateaux se sont arrêtés pendant presque 18 mois. 18 mois, cette compagnie s'est absolument fracassée, comme d'autres compagnies de croisière. Alors pendant ce temps-là, CMA-CGM, ça marchait bien par contre. Hein. Ouais. Voilà, paradoxalement. Il fallait acheminer les masques et les machins. Voilà, exactement, là ça marchait super bien. Mais en tout cas, les croisières, les gens partaient plus en croisière.
Et donc forcément, ça a énormément affecté mes relations avec François Pinault, parce que j'accordais le succès, puis à un moment on accorde l'échec, hein, donc ça lui coûtait beaucoup d'argent. Donc forcément l'image est différente. Et souvent entre Bretons, on a des qualités, mais on a aussi beaucoup de défauts, on est un peu tête de bourrique. Et du coup, on s'est fâché. Et j'ai quitté la compagnie après 33 années de direction, et après avoir monté la compagnie extrêmement haut, j'ai quitté la compagnie. Mais j'avais déjà à ce moment-là toujours beaucoup de projets bien sûr, mais aussi j'avais été nommé président d'Armateurs de France, qui est l'organisation professionnelle qui regroupe tous les armateurs, dont c'est la CGM. Donc c'est le MEDEF quelque part, le MEDEF des armateurs. On avait reçu ici Dreyfus armateur à l'école des ponts et chaussées l'année dernière. Et donc armateur, c'est un métier particulier. On va laisser la parole après que vous ayez fini votre conférence, bien sûr. Mais donc vous vous êtes retrouvé à la tête de cette structure. Voilà, pendant 3 ans, qui était une structure qui a été créée en 1903 et à l'époque, effectivement, le deuxième président d'Armateurs de France, c'était Adolphe Borde, qui était le grand armateur à l'époque. Il y avait les fameux clippers, vous savez, je ne sais pas si vous voyez ces bateaux magnifiques. De la fin du siècle dernier, même avant, donc le siècle d'avant, ces bateaux magnifiques qu'on voit aujourd'hui sur des peintures, qui étaient les grands clippers. Et donc Armateurs de France est une organisation extrêmement prestigieuse et qui est interlocuteur du gouvernement aussi pour tout ce qui concerne effectivement les activités maritimes. Et donc j'avais cette mission-là également, donc j'ai pu me consacrer à cette mission qui était absolument passionnante. Et puis très rapidement aussi, Rodolphe Saadé, toujours la même, comme quoi c'est un cheminement tout ça, très rapidement m'a demandé de venir travailler avec lui parce que CMA-CGM était en train de vivre une période euphorique d'un point de vue économique. Et j'ai donc accepté, bien sûr, et pendant presque 4 ans, donc j'ai travaillé avec Rodolphe Saadé à ses côtés, où j'ai vu valser les milliards de profits, où je l'ai vu investir dans tout un tas de secteurs, acheter effectivement BFM, acheter des ports dans tous les coins de la planète, monter un groupe de logistique, le numéro 3 mondial aujourd'hui, absolument incroyable, 20 milliards de chiffre d'affaires dans la logistique, plus de 1000 entrepôts dans le monde. Bon bref, j'ai vu de mes propres yeux, alors que, souvenez-vous, quelques années avant, en 2010, 2009, 2010, c'était la faillite. Donc j'ai vu cette boîte au bord du gouffre, et j'ai vu cette boîte au firmament de l'économie française. Et donc bien sûr, tout ça m'a passionné. J'ai fait plein de choses. Je m'invitais patron de presse. Il m'a donné la possibilité de devenir président de Corse Matin, du journal La Provence. Au tout début de son aventure dans les médias, j'ai lancé une nouvelle division maritime, de transport maritime spécialisée pour lui. J'ai présidé une compagnie de ferry qui dessert la Corse, qui s'appelle la Méridionale, et j'ai été son conseiller spécial pendant toutes ces périodes, et aussi représentant institutionnel de CMA-CGM à Paris. Et donc c'était 4 merveilleuses années également. Pour moi, en sachant que là aussi, pendant cette période, je suis devenu académicien de marine et très rapidement, on m'a demandé de me présenter à la présidence de l'Académie de marine. Et donc aujourd'hui, j'occupe cette fonction de président de l'Académie de marine qui suffit à mon bonheur parce que c'est vraiment, une nouvelle fois, je vous l'expliquais tout à l'heure, une mission absolument passionnante, le Saint Graal des marins, de devenir président de l'Académie de marine. Alors je continue effectivement toujours autant qu'il en a besoin, à conseiller Rodolphe Saadé. Et aujourd'hui, donc j'ai plus de 60 ans, j'ai 61 ans, j'ai monté ma start-up, ça s'appelle comme ça, à l'époque ça s'appelait une création d'entreprise, à 20 ans. Et figurez-vous qu'aujourd'hui, à 60 ans, qu'est-ce que je fais ? Eh bien, j'en monte une deuxième. C'est la start-up de mes 60. Voilà, et je suis reparti avec un magnifique projet, là, qui est complètement nouveau, qui doit effectivement correspondre à cette page d'histoire maritime que nous vivons tous les jours aujourd'hui. Donc, il y a 2 siècles, on est passé de la voile à la vapeur. On a mis 1 siècle pour se carboner. Depuis 1 siècle, on est décarboné. Et dans 25 ans, on doit retourner au net zéro.
plus un gramme de CO2 sur les navires. Et donc, quand on est un entrepreneur maritime, un créateur d'entreprises maritimes, on se dit qu'une page d'histoire comme ça, il ne faut pas la louper, même avec un peu plus de bouteilles, avec effectivement plus tout à fait la même ardeur, quoique, que lorsqu'on a 20 ans, on se dit qu'il ne faut pas louper quelque chose pareil. Et donc, autant qu'on peut contribuer, apporter effectivement son expérience, son expertise à ce mouvement historique de la marine marchande, eh bien, j'ai décidé d'essayer, en tout cas, comme toute aventure économique, hein, on n'est sûr de rien, mais en tout cas, j'ai décidé, alors que ce serait l'heure de la retraite, ouais. Quand même, ça peut, en tout cas, ça pourrait être l'heure de la retraite, j'ai décidé effectivement de me relancer dans une aventure de création d'entreprise. Est-ce que vous nous refaites le coup des Kira? Parce que moi, je veux bien mettre un jeton là-dedans. Amine a le sens du commerce, hein, ça ne vous aura pas échappé. Voilà, effectivement, on a d'autres types de leviers aujourd'hui, mais ça serait l'épargne maritime, c'est un vrai sujet, effectivement. On a traité à Marseille. Exactement, ça peut faire partie effectivement des leviers pour effectivement adresser cette question de la décarbonation du monde maritime, parce que c'est 110 000 navires dans le monde qui, dans 25 ans, doivent être complètement changés. Et donc, évidemment, ça nécessite beaucoup de capitaux. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Voilà mon parcours. J'espère que ça vous a intéressé. Je suis à votre disposition pour répondre à vos questions. Merci, Monsieur le Président, pour cette merveilleuse présentation. On va laisser les questions qu'il y a dans la salle se manifester. Alors, il doit être 21h18. Les appariteurs de la Sorbonne ne sont évidemment plus là. Donc, il n'y a pas de micro volant. Hein. Donc, ceux qui veulent poser des questions peuvent se lever et tout simplement adresser leurs questions. Bonsoir, Monsieur le Président. Merci pour ce passionnant exposé. Je viens de poser une question qui recoupe une grande partie de vos expériences. L'amiral Bonjour parlait récemment de faire une flotte auxiliaire de la marine française. Donc, comme vous avez opéré dans diverses compagnies civiles et notamment dans cette CGM, quelles seraient pour vous les conditions pour advenir à ce projet d'amiral Bonjour et quels seraient les conseils que vous lui donneriez dans cette réalisation? En fait, ce qu'on appelle la flotte stratégique, effectivement, ou la flotte de complément, mais c'est plus la flotte stratégique, doit pouvoir servir en cas de pépin. Et aujourd'hui, ce n'est pas un risque qui est complètement à mettre de côté, forcément, parce qu'effectivement, nos armées, même dans notre marine nationale, pour se développer, a besoin de marine marchande. Ça a toujours été le cas. Hein. Dans l'histoire, ça a toujours été le cas. Regardez même, quand à Dunkerque, en 1940, il a fallu ramener 300 000 Anglais en Angleterre, effectivement, les bateaux marchands étaient là, et même les bateaux de plaisance sont venus les récupérer pour les ramener. Donc, le lien entre les différentes marines est aussi, effectivement, une de mes préoccupations. C'est ce qu'on fait aussi à l'Académie de Marine pour créer ce lien entre la marine marchande, la marine nationale, la pêche, y compris la plaisance professionnelle. Et donc la marine marchande est doit être un très grand soutien de la marine militaire, mais pas que. Des armées, tout simplement. Vous savez, aujourd'hui, on a une unité de mesure qu'on appelle effectivement les TU, pour les conteneurs, équivalent 20 pieds, les fameuses boîtes, donc des plus gros navires de CMA-CGM par exemple, c'est 24 000 TU. Donc c'est l'équivalent de 12 000 semi-remorques sur un bateau. C'est absolument incroyable. Ils en ont 15 comme ça, qui dispatchent les marchandises de Chine partout dans le monde. Il y a ce qu'on appelle aussi les CU, les Car Equivalent Unit, c'est-à-dire que des bateaux qui transportent 7000 voitures, qui dispatchent les voitures à droite à gauche. Et là, aujourd'hui, c'est l'un de mes concepts, c'est de faire les LU, le Leclerc Equivalent Unit. C'est-à-dire la capacité pour la marine marchande française de transporter des chars. Parce qu'aujourd'hui, on ne sait pas. S'il fallait les amener aux quatre coins de la planète, des chars, comment on fait? Donc on n'a pas les bateaux pour ça. Donc en tout cas, les bateaux ne sont pas adaptés. Donc le LU, c'est une invention, ça n'existera peut-être jamais, mais c'est le Leclerc Equivalent Unit. Tout ça pour vous dire qu'effectivement, ce lien entre la marine marchande et la marine nationale est essentiel sur les équipages, mais également pour transporter du matériel militaire. Et eux-mêmes n'ont pas les équipements aujourd'hui pour transporter des troupes.
s'il fallait déployer des troupes par milliers, il n'y a pas 36 solutions. Il faut amener des ferries pour effectivement servir de navire hôpital. Il faut transformer des ferries pour recevoir des blessés. Et donc il y a des bateaux aujourd'hui qui sont très adaptés. Il y en a d'autres qui sont de nouveau à reconcevoir. Et donc, cette flotte stratégique est essentielle pour plein de raisons. Donc, la flotte stratégique, des marins stratégiques et la marine marchande dans son ensemble est stratégique. C'est-à-dire que dans toutes ses composantes, y compris les remorqueurs dans les ports, si vous n'avez pas de remorqueurs dans les ports, c'est ces petits bateaux qui amènent les gros bateaux le long du quai, et si vous n'avez pas de remorqueurs dans les ports, l'économie française s'arrête. Parce que les bateaux ne peuvent plus rentrer, ne peuvent plus sortir. Donc donc ça fait partie de la marine marchande. Aujourd'hui, il y a 450 navires marchands en France. C'est l'ensemble de cette flotte, dans toute sa diversité, qui est stratégique et qui se combine très bien, surtout en cas de conflit, avec les besoins militaires qui seront indispensables. Annoncé qu'on va recevoir l'amiral Delaunay, qui était ancien major général des armées et ancien chef d'état-major du président de la République, et l'amiral Coldefy pour une conférence justement sur cette thématique de la piraterie et sur le rôle de la marine nationale pour défendre notamment les intérêts stratégiques et économiques français, et puis aussi le développement de cette nouvelle piraterie qui est une piraterie étatique, puisqu'on a observé récemment par exemple que l'Iran a arrêté un navire, je crois que c'était un navire Malte, sur le détroit de Bab el-Mandeb, justement, dont vous nous parliez tout à l'heure. Donc ces sujets stratégiques méritent d'être traités avec des militaires, mais c'est important d'avoir la perspective de la marine marchande sur ces menaces qu'elle encourt. Bien sûr. Et ça marche dans les deux sens. Effectivement, on peut les aider à transporter du matériel militaire. Et ils nous aident aussi quand on passe, par exemple, effectivement, le golfe d'Aden aujourd'hui, avec des attaques des Houthis. Et ben là, on est escorté, comme autrefois, par des navires militaires qui envoient des missiles contre des missiles. C'est absolument incroyable. Et du reste, les militaires français sont de très, très grande valeur. Et on a aussi ces commandos marines qui nous ont aidés à faire dégager les pirates du Ponant. Donc on a ces forces spéciales françaises maritimes, là aussi sont d'un niveau mondial. Il y a pas, c'est du niveau des SEALs américains. C'est vraiment d'un niveau très très élevé. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Bonsoir Monsieur le Président, merci beaucoup d'être parmi nous ce soir. Alors j'ai deux questions à vous poser. La première elle est en lien avec l'objectif 2050 de décarbonisation. Vous y êtes très sensible, mais est-ce que vous pensez que les autres acteurs du monde maritime ont cette volonté de suivre cet objectif zéro carbone d'ici 2050? Est-ce qu'ils en ont les moyens? Ma seconde question est, selon vous, quelle est la place aujourd'hui des femmes dans le monde maritime? Merci beaucoup. Écoutez, je vais vous répondre effectivement aux deux questions. Alors, la première, en France, oui, on est très engagé, mais ce n'est pas que sur la question maritime. Il n'y a pas de débat sur le côté environnemental. Tous les armateurs français ont ces objectifs chevillés au corps. Par contre, effectivement, force est de constater que ce n'est pas le cas partout dans le monde. Les armateurs grecs, la décarbonation, ils s'en passeraient volontiers. Alors, justement, on met aujourd'hui des contraintes internationales en place pour obliger les armateurs à bouger. Par contre, si on les laisse faire, il ne se passera jamais rien. Tandis qu'en France, effectivement, là, on est dans le temps de l'histoire, incontestablement. Par contre, effectivement, les obstacles sont nombreux. Quand je vous parlais tout à l'heure, effectivement, du passage de la voile à la vapeur, c'était assez simple. Il fallait passer au charbon. Il y avait une technologie. Et les Français, du reste, étaient parmi les premiers. Donc ça, c'est incontestable. Par contre, aujourd'hui, il y a plein de technologies possibles, ce qui complique les choses. Donc il y a un choix technologique à faire entre le méthanol, entre l'hydrogène, entre le gaz naturel liquéfié, entre le nucléaire peut faire partie effectivement aussi éventuellement. Alors, alors il y a le Vélic bien sûr, ça complique le choix. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un armateur se dit dans quelle technologie j'investis. Alors c'est des combinaisons souvent. C'est ce qu'on fait là par exemple sur les concepts de navires que je développe actuellement. C'est du gaz naturel liquéfié qui demain sera du biogaz, qui après-demain sera du gaz de synthèse, qui alimente des groupes électrogènes, qui crée l'électricité, qui alimente des moteurs électriques
qui débordent dans des batteries, et tout ça avec un support vélique. Donc là, quand vous combinez tout ça, là, on se rapproche quand même, effectivement, des zéros. Mais par contre, effectivement, il faut s'arrêter sur des choix. Donc souvent, c'est pas facile. Trouver des chantiers pour changer cette flotte mondiale dans les 25 ans, un autre obstacle. Parce qu'il y a environ 115 000 navires à changer. Il y a 1200 chantiers de construction dans le monde capables de produire ces navires. Malheureusement, quasiment aujourd'hui, c'est incroyable, en quelques années, que des Chinois qui ont un outil industriel pour les constructions navales absolument incroyable. Et puis surtout beaucoup d'argent. Parce que notre petite histoire, nous, d'il y a bientôt 40 ans, c'est valable pour tout le monde. Il faut trouver les capitaux, faire des navires, ça coûte très cher, surtout ces bateaux très innovants. Et donc il faut trouver, ce sont des milliers de milliards qu'il faut mobiliser dans le monde entier pour pouvoir financer cette flotte. Donc ça fait partie des obstacles. Par contre, nous, les Français, on est sur cette trajectoire. On se mobilise, on trouve des solutions. C'est absolument incroyable la créativité actuelle de tout cet écosystème maritime pour atteindre l'objectif. Et il n'y a pas que les armateurs qui y contribuent, c'est tout un environnement. Donc la volonté est là, il y a beaucoup d'obstacles, mais en tout cas, on peut espérer raisonnablement, en tout cas à l'échelle de la flotte française, c'est 450 navires, dans les 25 ans, avoir une flotte qui soit complètement décarbonée. En tout cas, ce n'est pas à date complètement impossible. Et ailleurs dans le monde, c'est quand même un autre sujet. Et la place des femmes, effectivement, dans le monde maritime, en tant que navigantes, parce que sinon, bien sûr, dans les armements ou des carrières, comme administratrice des affaires maritimes, par exemple, il y a beaucoup de carrières qui sont complètement ouvertes, bien sûr, aux femmes, quand on navigue à terre, quand on travaille à terre. Par contre, quand on navigue, là, c'est plus compliqué. Et donc, il y a environ aujourd'hui 10, peut-être 15% à peine, de femmes qui rentrent dans les écoles de la marine marchande. Alors, elles ont tout à fait leur place, aucune difficulté, ça fonctionne très bien. Du reste, elles font des carrières formidables, elles adorent effectivement naviguer. Par contre, après, c'est vrai que c'est des métiers souvent de jeunes, ou alors il faut effectivement avoir des types de navigation différentes. Parce que quand on navigue au long cours, on part 2-3 mois. Donc des fois, effectivement, puis dès qu'on veut devenir mère de famille, etc., c'est beaucoup plus compliqué, forcément. Alors il y a des types de navigation qui s'y prêtent plus, comme les ferries, où les embarquements sont beaucoup plus courts. À la Britannique Ferry, c'est une semaine, par exemple. À la méridionale, en Méditerranée, c'est 3 semaines. Donc là, ce sont des rythmes qui sont plus adaptés. Et puis on a des femmes commandants, des femmes chefs mécaniciens, pas assez nombreuses, mais en tout cas, c'est des carrières qui sont tout à fait ouvertes aux femmes. Et quand elles décident effectivement de s'investir dans ce métier, généralement, elles sont extrêmement épanouies parce qu'il y a beaucoup de respect d'abord. Les marins sont très respectueux, donc il n'y a aucune difficulté. Et puis après, il y a des débouchés aussi à terre. Quand vous avez navigué, c'est très facile de se reconvertir à terre. Et je l'ai vu, moi, par exemple, à la CGM, beaucoup. Des officiers de la marine marchande, des officières de la marine marchande, effectivement, se reconvertir pour des carrières plus sédentaires. Mais les femmes ont toute leur place dans la marine marchande en tant que navigantes ou à des postes de responsabilité dans les compagnies. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Pas d'autres questions ? Si. Ouais. D'abord, merci pour cette conférence. J'ai pu assister aux assises de l'économie de la mer et on a vraiment l'impression qu'il y a un réel problème de pénurie de marins dans le secteur de la marine marchande, surtout aujourd'hui. Et je voulais savoir aujourd'hui comment vous abordez cette problématique au niveau des armateurs. Ouais. Alors là, c'est une problématique que j'ai traitée quand j'étais justement président d'Armateurs de France. Et on a fait quelque chose d'assez massif, incroyable, assez phénoménal, puisqu'on a décidé à ce moment-là, en 2021, ça s'appelle le Fontenoy du Maritime, de doubler en 5 ans les effectifs formés dans les écoles de la marine marchande en France. Et donc là, on est à mi-chemin à peu près, mais on est sur la trajectoire de former le double, vous imaginez quand même, le double d'officiers de la marine marchande que ce qu'on faisait il y a encore 3 ans. Donc là, j'ai participé effectivement à ce mouvement, en sachant qu'il y a différentes formules. Effectivement, il y a les concours, maintenant c'est sur Parcoursup, là c'est un peu différent que mon époque par exemple, sur des filières polyvalentes, donc on fait le pont, la machine. Après, il y a d'autres types de formules qui viennent des lycées professionnels maritimes, parce que vous ne le savez peut-être pas, mais il y a 12 lycées professionnels maritimes en France. C'est-à-dire que vous rentrez en seconde,
dans un lycée professionnel. Et puis, vous avez, au fur et à mesure, vous avez jusqu'au bac professionnel. Et là, vous avez des filières adaptées aussi pour faire carrière dans la marine marchande. Mais là, ce sont des brevets monovalents, c'est-à-dire que c'est soit le pont, soit la machine. Et la grande porte, on va dire, entre guillemets, là, ça débouche sur des équivalences d'ingénieurs. Donc, il y a à peu près tous les types de formations possibles pour effectivement alimenter l'armement, c'est le terme. Mais armes, c'est pas au sens de fusil ni de canon, c'est au sens de armes. L'armement, c'est les armes, c'est les bras en anglais. Donc pour armer, mettre des bras sur les navires. Alors c'est autre choix. Et donc pour armer les navires, on a besoin de marins. Et donc effectivement, et des marins très qualifiés. Parce que les bateaux sont de plus en plus complexes. Il faut même savoir renaviguer à la voile aujourd'hui, ce qui n'est pas forcément évident pour certains. Ou alors effectivement naviguer sur des paquebots, où là il faudrait être un peu public en échelle. Donc il faut savoir effectivement croiser des passagers, etc. Et donc il y a beaucoup de types de spécialités au niveau marine marchande. Vous posez des câbles sous-marins, vous transportez des conteneurs partout dans le monde, vous transportez du gaz liquéfié, vous ravitaillez, vous posez des plateformes pétrolières, de l'éolien en mer aussi, toutes ces éoliennes en mer. Il faut bien les poser, il faut les entretenir. Donc tout ça, c'est tout un dispositif maritime, effectivement, qui nécessite des spécialités de marins, en sachant qu'il y a une formation, et puis après, en fonction des types de navigation qu'on fait, on se spécialise et on apprend les spécificités de certains secteurs de la marine marchande. J'en profite pour rappeler à l'aide le président des armateurs de France que vous avez été. Puisqu'on a ici, on a de la chance de les avoir avec nous, Quentin Lagache qui est directeur du ME310, le master de la D-School de l'école des ponts et chaussées. Et donc on travaille ensemble sur un magnifique programme avec Deep Blue sur les enjeux de la marine marchande et justement comment permettre à la marine de pallier à ces tensions de recrutement et de recrutement français. On n'a pas envie que les jeunes marins français, il leur arrive ce qui vous est arrivé à vous il y a quelques années, c'est-à-dire un licenciement parce que les marins français coûtent plus cher que les autres et parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de marins qui sont issus d'Asie, qui coûtent beaucoup moins cher que les marins français. Donc, il n'y a presque plus que des officiers qui sont français dans ces navires. Donc, on a ce merveilleux programme qui travaille là-dessus et on est à la recherche d'armateurs, de gens du milieu, à la fois pour soutenir la recherche et à la fois pour ouvrir des portes à ces chercheurs qui justement veulent rendre ces métiers plus attrayants. Donc c'est bien noté dans l'esprit du président d'Armateurs de France que vous êtes et peut-être que vous avez été et peut-être que vous pourrez échanger avec à la fin. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que le monde maritime est extrêmement varié. Donc, il y a besoin de marins, mais il y a besoin aussi de compétences dans les compagnies de navigation maritime, dans tous les organismes maritimes extrêmement variés, y compris de la recherche, du reste. Oui. C'est vrai qu'on a aujourd'hui 1500 chercheurs au CNRS spécialisés au niveau des activités plus ou moins qui touchent à l'océan. L'Ifremer aussi. Par exemple, il y a des débouchés dans le monde maritime qui sont absolument incroyables. Et on ne va pas vous demander aujourd'hui, effectivement, de repasser les concours pour devenir officier de marine marchande. Par contre, par rapport à vos parcours actuels, là, derrière, vous avez des opportunités absolument incroyables pour des carrières passionnantes dans le monde maritime. Et donc là, si vous vous renseignez un peu, vous verrez qu'il y a beaucoup d'options possibles. Et c'est ce que je vous invite à faire parce qu'effectivement, vous l'avez vu, vous venez à l'Académie de Marine juste comme ça pour voir un peu. Et puis du coup, vous vous passionnez, vous montez Deep Blue, et Maëlys pareil. Vous voyez un peu tout le potentiel que ce monde maritime peut offrir à des jeunes. Et la très belle étude que l'Académie de Marine est en train de conduire là-dessus, qui va vous permettre bientôt de découvrir absolument tout ce qui est relatif au maritime en France. Et on n'est pas à l'abri de nos surprises parce que ça touche à la fois la littérature, le journalisme, la plaisance, le monde du sport, l'économie, tous les secteurs. Et peut-être aussi, parce qu'il y avait des questions sur l'économie, intéressez-vous aux conclusions de la BEF, donc du Blue Economy Forum qui a eu lieu à Monaco, là en marge de l'UNOC,
Pour les économistes qui seraient dans la salle, ça peut vous intéresser les conclusions qui en sont tirées. Et justement cet appel à pouvoir investir dans le maritime avec la création de Blue Bonds, d'une épargne bleue, qui sont des vrais sujets. Monsieur, merci beaucoup pour votre conférence. Je me suis senti très inspiré par votre parcours, partant de Bretagne jusqu'à Ponant et une nouvelle start-up, une nouvelle aventure sur les flots. Et j'ai une question, je la reformule. Est-ce que vous pensez que vous pourrez refaire votre parcours, ou bien que ce soit un autre jeune, ou quelqu'un qui a encore des idées qui partent d'une carte, qui pourra refaire un parcours comme vous l'année prochaine, soi-disant? Est-ce que vous pensez que... Les conditions sont encore réunies. Est-ce que les conditions sont réunies par rapport à notre époque? Moi, je pense qu'à partir du moment où on est créatif, à partir du moment où on a des idées, et de la suite dans les idées, j'en parlais tout à l'heure, il faut un peu de temps quand même, ça ne se fait pas en claquant des doigts. Une forte volonté, c'est tout à fait possible. Je suis convaincu que... Regardez toutes ces créations d'entreprises aujourd'hui, il y en a plus aujourd'hui qu'avant. Il y a plein de créations d'entreprises en France, c'est absolument incroyable. Et donc, moi, je suis convaincu qu'aujourd'hui, on peut faire plein de choses merveilleuses. Alors, peut-être pas reproduire à l'identique ce qu'on a fait, mais regardez, moi, j'ai lancé un appel public à l'épargne. J'ai monté une nouvelle compagnie. Donc, c'est une création d'entreprise. Donc, on appelle ça une start-up. Et quand on fait un appel public à l'épargne, on appelle ça du crowdfunding. Ouais, mais ça marche. Il y en a qui font tous les jours. Et par contre, il faut être créatif, il faut avoir des idées, et aller au bout de ces idées. Et à un moment, surtout quand vous êtes jeune, après, il y a un peu les fadas comme moi qui, à 60 ans, se disent « Allez, c'est pas grave, j'y vais encore ». Mais quand on est jeune, si vous avez un peu cette volonté de créer quelque chose, surtout, il ne faut pas hésiter. Si j'ai un message à vous passer ce soir, c'est si vous avez un tout petit peu de volonté, un tout petit peu d'envie et de se lancer, parce qu'après on regrette si on ne le fait pas. Et puis si vous plantez 1 an, 2 ans, 3 ans de vie, c'est rien au début d'une carrière. Par contre, ça sera très enrichissant pour vous. Vous apprendrez beaucoup. Et puis comme ça, vous aurez tenté. Voilà, il faut, quoi qu'il arrive, à partir du moment où on a un début de volonté, faut tenter. Et souvent, ça marche. Donc, si vous avez quelques idées, les uns et les autres, surtout n'hésitez pas, tentez votre chance. Voilà. Et puis, l'incubateur de CMA-CGM qui investit beaucoup là-dessus. Donc, il y a des relais aussi. S'il y a des idées de start-up, il ne faut pas hésiter. Quelque part, c'est un peu l'appel à l'audace et à l'entrepreneuriat. Peut-être pour conclure, une phrase d'André Gide. C'est pas... anodin qu'on la prononce ce soir. Donc ceux qui s'intéressent un peu à ce qu'on fait avec Deep Blue, retenez-la bien, vous en entendrez reparler bientôt. On ne découvre pas de nouvelles terres sans consentir à perdre de vue le rivage. Donc merci Monsieur le Président de vous être rendu disponible. Et puis surtout, merci à vous de vous intéresser à la mer. La mer, des reflets changeants sous la pluie.